Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test du 65 OLED G4 de chez LG, ou OLED 65 G4. C'est le téléviseur OLED le plus haut de gamme chez le constructeur, avec cette gamme M4 également, puisque ces deux séries reprennent la toute dernière génération de dalles OLED de chez LG Display, baptisée dalle Meta 2.0, qui combine, comme je le dis régulièrement, deux éléments, à la fois le MLA, les fameuses Micro Lens Array, qui cette année passent en version plus, la conception de cette structure de micro-lentille qui booste la luminosité, et ça a été prouvé désormais, est un peu différente, et nous avons en plus de nouveaux algorithmes, les fameux Meta Multi Booster, c'est ça qui constitue ces panneaux Meta 2.0. On va le voir, c'est un produit haut de gamme qui est actuellement en plus proposé avec des promotions, pas sur toutes les tailles, et on va commencer cette vidéo tout simplement par la partie caractéristiques techniques. Alors justement, cette partie caractéristiques techniques, vous les avez là. Elle s'affiche juste à côté de moi. Je vous inviterai à aller également, si vous le souhaitez, pour percevoir un petit peu comment se positionne cet OLED G4 au sein de toute la gamme, parce qu'il a un coût quand même ce G4, je vous invite à aller regarder la vidéo qui a été faite dans le cadre du CES de Las Vegas au mois de janvier, où on avait encore assez peu d'informations, et ensuite j'avais été convié chez LG dans le showroom pour faire des nouvelles vidéos, encore une fois, comparatives même avec certains des modèles, ce qui va vous permettre d'ailleurs de voir ce que ça vaut par rapport à un C4 par exemple. Et il y a quand même un gain de luminosité, ce qui vient booster le niveau de détail de cette dalle. Parmi les innovations majeures, c'est que ce téléviseur est désormais doté de la puce Alpha 11, donc c'est la première génération de cette puce Alpha 11, qui équipe également le modèle M de chez LG, donc le M4 qui est ce téléviseur avec son boîtier de liaison sans fil. Amusant aussi comme produit, très élégant. Et vous le savez sans doute, le processeur, c'est un peu le nerf de la guerre. Chez LG, on développe sa solution maison, et c'est pourquoi on associe une toute nouvelle puissance autour de ce processeur, notamment pour travailler certaines zones de l'image, les zones sombres, les zones lumineuses, mais aussi renforcer la notion de netteté sur les avant-plans, les arrière-plans, etc. Un algorithme, une intelligence artificielle, comme ils aiment les appeler, surentraîné, qui va permettre d'améliorer la qualité des contenus. Et en même temps, c'est de plus en plus difficile de s'en rendre compte, parce que quand on est sur des téléviseurs haut de gamme comme ça, c'est un peu le coup de la lessive qui lave plus blanc que blanc. Et donc c'est un peu compliqué aujourd'hui quand on a un téléviseur comme celui-ci à part dans son salon. On se dit ok, c'est assez sublime. Il y a également toujours ce support du DTS qui est présent sur le téléviseur. Et puis on a toujours HDR10, Dolby Vision, HLG également, et puis pour la partie gaming, bonne nouveauté cette année, on a toujours les 4 prises HDMI 2.1, mais désormais ce panneau OLED peut aller chercher du 144 Hz en plus du 120 Hz en Dolby Vision. On peut aller chercher du 144, donc si on branche un PC, et je vais y revenir naturellement dans la partie jeux vidéo. Concernant la puissance audio, on est toujours sur du 60 watts. Alors encore une fois, c'est un téléviseur qui est assez fin, c'est de la diffusion du son vers le bas. Donc quand on a un produit comme celui-ci, on voudra sans doute lui coupler une barre de son pour équilibrer l'expérience. C'est un son qui est globalement assez quelconque. C'est pas quelque chose de... Par rapport au tarif de ce produit que je vais vous partager tout de suite et par rapport à son positionnement au sein de la gamme, on sent qu'on est un petit peu sur la limite. Heureusement, LG propose un vaste choix de barres de son. Je vais maintenant vous partager les tarifs. Alors attention, ce sont les prix publics que j'ai relevés sur le site de LG. Ce ne sont pas obligatoirement les prix que vous allez retrouver. Ce sont pour le coup des prix barrés, puisqu'ils profitent actuellement de remises. Ce sont des prix qui sont soldés. Et donc on est sur un 55 qui était à 2800 € et qui bascule à 2000 €, j'arrondis les prix, 1999. On est sur ce 65 ici qui est à 2999 €, donc 3000 € au lieu de 3600 € au lancement. Le 77 est à 4000 au lieu de 5000 pour le prix lancement. Le 83 est à 6000 au lieu de 7000. Et c'est le prix du modèle que j'ai commandé. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté, j'en ai commandé deux et il n'est pas en promotion. Du coup, c'est le 97 qui est à 25 000 €.
avec un rappel important, c'est que cette année, désormais, la série G, puisque l'an dernier, sur la série G également, mais pour le G3, oui, certains s'étaient dit, bon, bah, je vais me contenter du 77 et je vais pas prendre le 83 parce qu'il n'est pas avec une dalle méta. Et ben, cette année, c'est le cas pour le 83. Le 97, lui, pour le coup, n'y est pas encore, mais sur le 83, vous retrouverez les bénéfices de cette haute luminosité de ce panneau qui, comme vous le voyez, hein, quand même, ça le fait, et ça le fait plutôt bien. Dans cette partie ergonomie matérielle, alors, il y a des choses c'est bien, il y a des choses c'est un peu moins bien, parce qu'il y a assez peu de changements. Et il y a un point qui concerne, d'ailleurs, qui est assez, entre guillemets, un peu intimement lié au biais de la commercialisation, enfin au réseau de distribution de vente, et qui est lié au prix aussi, puisque il concerne le pied. Alors j'ai décidé de le garder dans cette partie ergonomie, et puis d'ailleurs volontairement ici le téléviseur il est en position haute, en ne prenant pas en compte la hauteur du pied qui fait à peu près 5 mm, je suis à 9 cm au bas de la dalle, je suis à 10 cm au bas de l'image. Donc ça permet quand même déjà de se dire que 9 cm on peut intégrer une belle variété, j'ai envie de dire, de barres de son, et pour certains, peut-être, qui n'iraient pas chercher du Dolby Atmos, même de glisser la barre de son en dessous. Donc c'est un pied en métal. Malheureusement, ce n'est plus un pied rotatif, comme on l'avait sur la précédente génération, avec à l'arrière un système de passe-câble avec un cache central, et à l'arrière toujours, on va retrouver ce qui est assez historique chez LG avec ces petits clips là qui permettent vraiment de guider bien les câbles. En tout cas, c'est un sujet qui est assez important pour moi, de pouvoir clipser comme ça, offrir un bon câble management, et même si c'est plus une surprise chez LG, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je voulais dire sur le pied, eh bien, c'est que vous allez avoir dans les dans les différents canaux de vente, la possibilité d'acheter le téléviseur sur le site de LG, comme je vous l'ai dit, avec les tarifs que je vous ai annoncés, et vous allez avoir sur le site d'LG un modèle qui va vous être proposé historiquement dans la configuration galerie, c'est-à-dire un téléviseur avec l'accroche murale qui vous est proposé, ou vous allez avoir la possibilité de choisir ce téléviseur avec le pied, qui du coup sera dans le carton. Et pour le coup, c'est le même prix. Attention, si vous prenez la version avec le pied, vous ne pourrez pas ensuite acheter l'accroche murale de chez LG, puisqu'elle n'est pas commercialisée en option. Naturellement, vous pourrez toujours aller chercher les vis de fixation du système VESA qui est à l'arrière. Là encore, la taille de ce système va varier en fonction des diagonales de l'image, et l'accrocher au mur. Par contre, c'est vrai que vous n'allez pas avoir ce mécanisme certifié LG ultra plat qu'on peut en plus légèrement se ressortir quand on veut accrocher les câbles, mais il y a sans doute également différents spécialistes du genre qui peut-être vous proposeront des options. L'autre formule, qui est cette fois-ci sur les enseignes, par exemple les Fnac, les Darty, etc., Boulanger, propose l'accroche murale dans le carton. En revanche, il propose le pied en option. On est sur un pied qui coûte environ 200 € lorsqu'il est proposé donc par ses revendeurs. Et puis on a la zapette, qui a toujours avantage et inconvénient de cette zapette avec ce pointeur gyroscopique, mais qui n'évolue pas, elle, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a des tarifs quand même qui douillent un peu à quand la zapette rétroéclairée, enfin la télécommande rétroéclairée chez LG. On a toujours ce pointeur. En plus, cette télécommande, elle est assez, entre guillemets, lourde par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui. Là, on est encore sur une télécommande qui propose des touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis 9 et 0, bien évidemment, qui vont non seulement vous permettre de changer de chaîne directement quand vous serez sur le tuner TNT, mais surtout, vous allez pouvoir associer des raccourcis. Par exemple, ici, j'ai appuyé longtemps sur la touche 5 et elle me propose d'associer un accès rapide à YouTube sur la touche 5. Bon, alors on a un raccourci direct sur... Ah non, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, c'est une réflexion que je voulais faire. On n'a pas de touche YouTube sur la télécommande. Donc, par exemple, ça serait un moyen d'ajouter un raccourci vers YouTube, d'ajouter un raccourci vers VLC, d'ajouter un raccourci vers Twitch. Voilà, sur tout le store d'applications qui existe sur WebOS désormais. Puis voilà, je pense que j'en ai fini pour cette partie ergonomie matérielle. C'est très beau, c'est très très beau. Ceux qui ont assisté à cette séquence où j'avais le TCL à côté ont dû voir qu'il y a des sujets sur lesquels ça fâche un peu. Voilà, encore une fois, on voit bien les limitations techniques du sujet dans les basses lumières. On va relativiser tout ça en se disant lequel des deux a raison. Est-ce que c'est le TCL qui débouche les zones sombres? Est-ce que c'est techniquement l'OLED qui n'en est pas capable? Est-ce qu'il y a des réglages pour faire ci, pour faire ça? Je n'ai pas de moniteur de référence et donc je ne saurais pas vous dire lequel des deux a raison. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une capacité technique dans la technologie LCD mini LED du C89B à faire des choses qui, visiblement, ne sont pas directement interprétées de la sorte par ce téléviseur LG OLED G4. Pour tout le reste, c'est assez sublime.
sublime, avec les avantages et les inconvénients que je mentionne régulièrement. La dalle ici avec ce filtre Vanta Black qui cette année est peu ou prou le même filtre que l'année dernière. Enfin, il est un peu amélioré quand même, sauf que comme on a plus de puissance lumineuse, eh bien on va aller quand même compenser encore un petit peu, mais ça reste des dalles qui sont extrêmement brillantes. C'est pour ça que je regrette que le pied qui est désormais proposé ne soit plus rotatif. Je l'ai déjà évoqué, la possibilité aussi d'acheter, pourquoi pas, un pied de table pivotant à équiper vous-même. Parenthèse refermée, c'est un sujet que j'évoque régulièrement. Alors oui, c'est un joli filtre anti-reflet qui est dessus. On voit bien qu'il y a une forme de lumière qui est un petit peu plus diffuse, etc. Et surtout, en opposition de tout cela, eh bien, on a aussi des téléviseurs LCD qui ont tendance désormais à être de plus en plus brillants. Mais pourquoi veut-on absolument condamner une technologie au profit de l'autre? Je pense que les marques se chargent déjà d'elles-mêmes d'essayer de vanter les mérites de chacune de l'une et de l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a une réalité, c'est que les constructeurs qui proposent des téléviseurs LCD à rétroéclairage mini LED veulent aller chercher dans leurs produits eh bien, les noirs les plus profonds et un minimum de risque de blooming, et les constructeurs de téléviseurs OLED veulent aller chercher des boosts de luminosité, et ça fonctionne avec quand même des propos qu'il faut remettre systématiquement dans leur contexte, et ça je vous en parle dans la partie résultat des mesures. C'est que les téléviseurs LCD aujourd'hui sont N fois plus performants en lumière, parce qu'aujourd'hui sur une mire à 100%, une mire blanche qui occupe 100% de la dalle, sur un C89B, encore je reprends cette référence parce que c'est le dernier que j'ai eu en test à la maison, on va être à plus de 900 nits, alors que sur ce modèle-là, on va être en dessous, effectivement, évidemment, sur une mire à 100%, des 300 nits, hein, même en dessous de 250 de mémoire. Donc on est sur un ratio qui n'a rien à voir. Pourtant, le spot de luminosité ici au centre est quand même supérieur à 1400 nits. Donc on voit bien que cette techno, elle progresse, mais pour autant, on ne peut pas encore proposer les mêmes choses. Ce qui permet néanmoins à ce G4 de proposer une image sublime avec des lumières spéculaires bien punchy. Pour autant, encore une fois, on va avoir des zones sombres dans les images où certains éléments vont disparaître par rapport à des téléviseurs LCD. Et ça, je pense qu'il faut vraiment être assez clair sur ce sujet-là. Pour tous ceux, encore une fois, qui remettraient cela en cause, eh bien, allez voir ces vidéos où vous avez les deux téléviseurs. Encore une fois, j'insiste, lequel des deux est dans le vrai par rapport à ce qu'on devrait voir, eh bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, la réalité technique de ce qui se passe est avérée. Et là où j'ai été plutôt surpris, c'est qu'on avait même des endroits où finalement l'autre téléviseur était un petit peu plus piqué. Quoi qu'il en soit, on est ici sur un produit qui, comme beaucoup de téléviseurs de cet acabit-là, une fois qu'on les achète et qu'on les a chez soi, on se dit « waouh, quelle image, quelle image !» Et surtout que LG, cette année, propose je ne sais plus combien de modes de réglage d'image, mais là, c'est vraiment, on en a vraiment beaucoup, quoi, des modes d'image. Avec évidemment beaucoup de réglages. On a images personnalisées, vif, standard, économie d'énergie, accueil cinéma, optimiseur de jeu, filmmaker, etc. On a une quantité de réglages qui sont, enfin de modes d'image qui sont quand même très cool pour tous ceux qui veulent bien passer de l'un à l'autre. Alors moi je suis resté pour l'essentiel entre cinéma et filmmaker en fonction des contenus, encore une fois. Parfois sur la TNT j'ai eu des résultats un peu meilleurs en mode cinéma qui est un peu plus froid par rapport au mode filmmaker en fonction du signal notamment. Ton cher sur certaines émissions en plateau était trop rouge en mode filmmaker. Voilà, pour le coup je pense que le mieux c'est encore une démonstration en images ici avec effectivement ce programme où voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas exactement quel retour là que vous avez devant les yeux. Ici, je suis en mode filmmaker, la luminosité est à 80 désormais sur ce contenu. Et puis alors c'est malheureux parce que pour le coup, j'aurais bien réorganisé les modes un peu différemment. Entre le mode filmmaker, on passe par optimiseur de jeu, qui n'est quand même pas ce qu'on va aller chercher dans des programmes. On passe par un mode sport qui là est complètement éclaté parce que ça, faut pas l'utiliser, c'est dégueulasse, clairement, voilà. Et ensuite, on arrive ici sur un mode cinéma. Et là, pour le coup, le mode cinéma, malheureusement, à chaque fois, depuis que j'ai fait le process de calibrage, eh bien, je suis obligé de le réinitialiser. Vous allez voir, hop, voilà, là, je suis dans le mode cinéma classique. Et vous voyez que franchement, je trouve que les tons chers sont quand même beaucoup plus exacts dans ce mode cinéma que dans le mode filmmaker. Donc voilà. Pour le reste, les réglages, vous voyez, tac, là, filmmaker, hop, cinéma. Je l'ai utilisé, ce téléviseur, par le biais de son tuner TNT intégré et en fait,
bon, bah, ça se passe bien, voilà, c'est une qualité d'image TNT. Effectivement, aujourd'hui, on a des boucles qui commencent à démarrer avec des tests en Ultra HD, et pas que des tests d'ailleurs, de la vraie diffusion de programmes. J'ai pu en visionner, notamment au moment de Roland-Garros, etc. Bah voilà, ça commence à faire plaisir, ça évolue, ça permet de profiter aussi de ces téléviseurs qui, de toute façon, ont des processeurs qui aujourd'hui sont quand même performants. On est sur un processeur qui annonce des performances graphiques 1,7 fois supérieures. On nous annonce des performances en matière de traitement d'intelligence artificielle 4 fois supérieures, parce que naturellement, on va avoir tous les modes de traitement de l'image dit IA. On a l'image en IA et on a aussi l'audio en IA. Là encore, si jamais, eh bien, très rapidement, vous allez pouvoir choisir des modes qui vont mettre en valeur la voix plutôt que le reste de la bande son, etc. Même si je pense que dans l'ensemble, l'expérience n'est pas équilibrée si vous n'envisagez pas une barre de son avec ce produit. Je pense que c'est un produit qui peut s'accrocher au mur et qui va être complété. Au moins, je parle de barre de son, c'est le raccourci que j'utilise, mais vous m'avez compris, si vous ne couplez pas un système hi-fi, je trouve qu'on rentre un peu dans le déséquilibre de la performance. On a la partie processeur cette fois-ci qui va intervenir sur les logiques de fluidité, du système d'exploitation, etc. On est sur 1,3 fois de performance supérieure. Et LG nous a également précisé que certains des traitements étaient notamment rendus possibles dans leurs évolutions, dans l'amélioration des traitements qui sont apportés, grâce à la présence également désormais de 2,5 gigaoctets de mémoire vive. Donc c'est pas négligeable. On se fait plaisir avec ce téléviseur-là, même si en fonction des certaines zones d'image, eh bien, il y a des choses qui effectivement se voient moins que sous certaines technologies. Encore une fois, on est sur du LG, valeur sûre. C'est la technologie qu'ils maîtrisent, au détriment peut-être d'un manque de visibilité de leur téléviseur LCD, en tout cas dans les propos qu'ils souhaitent pousser. Et puis ça, voilà, ce genre de truc, moi je comprends tout à fait que les gens, quand ils voient ça, se retrouvent subjugués, même s'il est vrai qu'aujourd'hui la technologie LCD progresse dans la maîtrise de leur rétroéclairage, du nombre de zones, de la précision, des fuites de lumière qui sont moindres aujourd'hui. C'est techniquement pas possible, voilà, en tout cas très dur de réussir à atteindre ce niveau de précision. Et à l'inverse, pour l'OLED, c'est difficile aussi d'aller chercher autant de luminosité que le téléviseur LCD sans prendre de risques également sur les logiques de burn. Et c'est pour ça d'ailleurs que la technologie Meta, pour moi, enfin les dalles Meta de LG Display, j'en avais déjà parlé au moment du lancement du G3, c'était un peu le second souffle de la techno pour laquelle on avait l'impression que les panneaux avaient atteint un plafond de verre en se disant, voilà, ça y est, elles sont arrivées au bout. De toute façon, on sait que s'ils rajoutent de la luminosité, s'ils sollicitent un peu plus les composants, on va se retrouver avec des trucs qui vont finir par marquer. Dans cette maîtrise de la luminosité, des contenus, l'analyse également des scènes, il y a des choses sur lesquelles LG avait pas mal communiqué, notamment avec la puce Alpha 9 Gen 7, qui sont intégrées dans cette Alpha 11, mais on ne sait pas si ça a progressé. On n'a pas eu autant de détails, par exemple. Alors il y a des choses qu'on va retrouver, le Quick Media Switching, lorsqu'on est sur une console, par exemple, sur un jeu en 120 ou en 144, on sait que ça bascule très rapidement. Si on rebascule par exemple sur la TNT, on ne va pas avoir cet écran noir, puis ensuite le contenu. Aujourd'hui, ça migre beaucoup plus rapidement, mais c'était déjà le cas avant. On a désormais aussi la possibilité d'appliquer des modes filmmaker à des contenus avec des DRM qu'on va lire, par exemple du streaming depuis Netflix ou depuis Disney+. Ça faisait partie des choses qui avaient été mises en avant notamment. Et puis il y a d'autres choses qui sont mises dans la balance au crédit du processeur, mais alors ça on sait que c'est du technico-marketing qu'il est quand même assez difficile de vérifier. C'est la partie AI super upscaling, qui était déjà quelque chose dont on nous parlait également par le passé, la logique de Dynamic HDR, qui cette fois-ci avait marqué une vraie évolution avec l'arrivée du G3, qui, de par, là encore, sa constitution, sa composition technique, permettait de passer de 5000 zones d'analyse de l'image pour reproduire ensuite ces contenus HDR le plus précisément possible. On basculait sur 20 000 zones pour la série G3. Je pense que ça a également été conservé. Et encore une fois, tous les ans, on nous dit « ouais, on apprend toujours plus de choses à nos processeurs » et ce sont des choses qu'on va retrouver notamment dans l'Object Enhancing, ce
Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec cette capacité du processeur à identifier ce qui se passe dans les scènes pour faire ressortir les détails, avant-plan, arrière-plan, comme on le ferait dans la vraie vie. On sait que Sony a appelé ça XR Cognitive Processor, capacité du pros à détecter par exemple un visage humain. On sait que naturellement dans la vraie vie, notre œil va se focaliser sur d'abord sur le visage, puis sur un élément de détail, un élément sur la peau, l'œil, les cheveux, et c'est comme ça que le processeur va essayer de nous sublimer un peu l'image. Bon, encore une fois, quand on est sur un téléviseur premium, il faut juste se dire que l'expérience globale est bonne, mais qu'aujourd'hui, assurément, cette technologie OLED est challengée par la technologie LCD à rétroéclairage mini LED avec de très bons téléviseurs, bien souvent également à des tarifs très agressifs, souvent bien moins chers également. Donc j'ai hâte cette fois-ci tout simplement d'opposer la qualité de l'image de ce LG OLED G4 avec son concurrent direct de chez Samsung, le S95D, qui va proposer une expérience totalement différente, j'en suis convaincu. Je pense que cette dalle mat va convaincre ou pas, ça peut être un nouveau challenge. Et bien sûr, il y a toutes les autres marques, le A95L de Sony qui perdure, puis on a Philips également sur cette partie OLED, et on a aussi, et j'ai hâte de le découvrir cette fois-ci, le Bravia 9 pour le coup chez Sony, et du coup ces nouvelles plateformes mini LED avec du vrai Sony à l'intérieur, notamment du côté du rétroéclairage. Donc j'ai un peu hâte de voir également ce que ça va donner. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la partie qualité de l'image, et c'est vrai qu'habituellement, je vous aurais invité à désormais écouter la voix off qui vous aurait parlé des résultats des mesures. Mais voilà, cette fois-ci, résultat des mesures, c'est dans une autre vidéo que ça se passe, et c'est pourquoi on va enchaîner avec la partie jeux vidéo pour laquelle, vous le savez, il n'y a pas de sujet chez LG pour tout ce qui concerne les sources, tout simplement, puisque tout est en vert. Voilà, là-dessus, c'est encore quelque chose qu'il faut bien leur reconnaître, c'est que Dolby Vision jusqu'à 120 Hz en Ultra HD, c'est pris en charge, et ça sera OK pour le 144 Hz depuis un PC, et je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir sur ce téléviseur, c'est clair, on a pu jouer à des très jolis titres, que ce soit sur la Xbox Series X ou sur le PC également, donc notamment en 144 avec du petit Counter-Strike où je me suis bien rendu compte que c'est le genre de titre où si on s'arrête, rien ne va plus, entre guillemets. Et puis naturellement, on retrouve toujours chez LG l'accès à la Game Bar facilité avec un appui bref lorsqu'on est dans le mode optimiseur de jeu, un appui bref sur la touche paramètres, et ensuite on accède ici à la Game Bar qui renseigne tout simplement du nombre de FPS par seconde. Ensuite on a l'information sur le VRR qui du coup cette année va partir de 48 jusqu'à du 144 Hz sur le mode PC, donc le téléviseur est certifié G-Sync. Donc là aussi, on a des certifications, il n'y a pas de sujet. On a différents modes d'affichage, donc standard, FPS, RPG, RTS, sportif et utilisateur, enfin sport et utilisateur. Et ensuite, on a comme ça l'accès à 2 niveaux de mode pièce sombre, niveau 1 et 2, et le niveau off. Donc en fait, ça fait 3 niveaux. Ça, c'est si jamais vous trouvez que la dalle est trop lumineuse, il abaisse automatiquement de quelques candélas l'intensité lumineuse du TV pour que ce soit un petit peu plus reposant. Pourquoi pas? On a le mode multi-écran, on a également l'accès à tous les paramètres, et puis ensuite, en fonction du mode que vous choisissez, ça fait varier ici l'intensité du noir, que vous pouvez tout naturellement aussi retrouver dans les paramètres avancés du téléviseur. Alors là, je suis vraiment allé dans les paramètres avancés du mode jeu. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Tac, je vais revenir. Et en fait, on va retrouver, hop, ici, les modes de l'optimiseur de jeu avec ces options qui vont apparaître juste là, en fonction du genre de jeu. Donc voilà, le mode sport, ils sont juste là. Hop, hop, je clique. Voilà, le mode standard, FPS, RPG, RTS, sport, utilisateur. Voilà, et vous avez encore ici toute la suite. Réduction de niveau lumière bleue. Donc là, le niveau 2, je vais le désactiver pour nous redonner un petit peu de pêche. VRR et G-Sync, AMD FreeSync Premium, mode 144, tout ça c'est activé. Donc ensuite, la possibilité, si je le souhaite, de changer la couleur de mon environnement. Voilà, si vous êtes plutôt orange ou vert. Voilà, allez, on va laisser le vert. Tiens, je le fais jamais en vert. Allez, je laisse le vert pour la Pentac. Et ensuite, on va avoir également des options associées ici à l'image, donc avec les différents réglages que j'ai évoqués juste avant pour renforcer les zones de noir, etc. Donc tout ça, ça va vraiment permettre de faire des petites choses également en plus sur la partie jeux vidéo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va avoir ensuite les accès au mode son, donc qui là aussi s'applique, mais bon, c'était déjà le cas. Donc voilà, c'est
un mode à part entière, le gaming. C'est pas juste une option, on a vraiment un mode à part entière avec des options qui lui sont dédiées, etc. Et ça fonctionne très bien. On a également la possibilité en mode PC de basculer sur des ratios d'image en 21 neuvième et 32 neuvième. Attention, ça va naturellement vous provoquer des bandes noires. Donc voilà, ça c'est une évidence, mais c'est désormais également disponible. En tout cas, je vous parlais tout à l'heure des différences qu'on avait pu retrouver par rapport au TCL C89B versus ici cet OLED G4. C'est vrai que en fonction des titres, notamment sur ici Hellblade 2, alors le Senua's Saga Hellblade 2 qui est un jeu très sombre, avec de la pluie qui tombe au début, etc., eh bien on avait cette brillance justement provoquée sur les rochers un peu humides, cette brillance qui était beaucoup plus percutante sur le téléviseur OLED que sur le C89, et par ailleurs sur ces profils gaming qui souvent sont également très riches dans leur configuration HDR. N'hésitez pas aussi à aller calibrer la console, hein. Vous le savez que vous avez dans les options, dans les paramètres des consoles. N'hésitez pas à aller procéder à ce genre de configuration, là où il faut jouer avec l'émir. J'enfonce un peu des portes ouvertes, encore une fois, mais sur ces téléviseurs qui, a fortiori aujourd'hui, ont quand même pas mal de ressources lumineuses, plus on la maîtrise, mieux c'est, pour ensuite récupérer tout ce qui est lié au HGIG dans les titres et avoir idéalement peut-être la meilleure image, bien que je me pose quelques questions sur est-ce qu'il faut s'en fier justement à certains des profils en mode auto, ou est-ce qu'il faut procéder à ces calibrages. Franchement, si vous avez un avis là-dessus, moi je ne suis pas trop joueur console, je suis plutôt joueur VR maintenant. Je le fais à l'occasion des tests des télés pour voir s'il n'y a rien qui me choque, mais j'y passe pas des heures, clairement. Je sais que certains abonnés y consacrent beaucoup plus de temps que moi. Donc n'hésitez pas également à partager votre expérience. Encore aujourd'hui même sur le Discord, pas mal de personnes se posent des questions également sur les éléments fixes au niveau des dalles. Est-ce qu'aujourd'hui ça craint le marquage, ça craint pas le marquage, qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on est joueur régulier et qu'on a vraiment sur certains titres des choses qui restent, des barres de vie, des icônes, etc. C'est sûr que souvent on a tendance à dire attention à ce type d'usage, même si sur une série G on a le dissipateur qui est là, on a ces micro-lentilles qui sont là pour apporter ce boost de luminosité sans pour autant aller chercher spécialement techniquement à augmenter l'intensité. C'est vraiment comme si vous mettiez une loupe devant un faisceau lumineux, ça va augmenter sa puissance. Enfin, voilà, c'est un peu ce principe-là. N'hésitez pas, si vous avez des points de vue là-dessus, vous pouvez tout à fait les partager dans l'espace commentaire. Comme le veut la tradition, il faut quand même se mesurer ici la valeur d'input lag, hein, je le rappelle, qui est de 12,9 millisecondes dans le cas présent ici, avec cette source en 1080p à 60 Hz. Si elle était en 120, on pourrait diviser par 2. Et on peut aller un peu plus loin. On va aller chercher l'option qui s'appelle le fameux renforçateur ici, qui est du côté du retard à l'affichage. Il est en mode standard. Si je le bascule en mode renforçateur, vous allez voir qu'on va gagner encore quelques millisecondes. On va passer à 9,3 millisecondes. Et là, on désactive encore certains des traitements pour accélérer ce retard à l'affichage. Voilà, c'est là-dessus que s'achève ma vidéo de test de cette OLED G4 de chez LG dans sa version 65 pouces. Je rappelle que l'intérêt cette année est réel pour le modèle 83 pouces puisqu'il embarque lui aussi une dalle Meta 2.0. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver dans la description le lien qui vous mènera vers la vidéo résultat des mesures pré- et post-calibrage, également avec de très belles choses à découvrir. Et puis vous retrouvez aussi dans la description une vidéo qui comparait justement la qualité de l'image avec le C89B de chez TCL. L'idée n'est pas de valoriser l'une plutôt que l'autre, mais dans l'ensemble plutôt de vous dire que les deux technologies ont quand même bien évolué. Et certes, on est là sur un produit qui est quand même bien plus cher, mais ça permet, je pense, aussi parfois de remettre l'église au milieu du village. Mais bref, ça redonne un peu de perspective sur l'état du marché, et je trouve que c'est pas plus mal, mais vous pouvez tout à fait vous exprimer. Ce modèle reste un excellent modèle avec les points positifs et les points négatifs qui s'affichent juste à côté de moi, tous les points que j'ai largement, je pense, explicités, enfin détaillés dans cette vidéo avec un prix qui, je le rappelle, pour la version 65 pouces, mais vous avez les autres prix qui s'affichent, est ici actuellement forcément bien bradé, entre guillemets, puisqu'on passe de ce 3 599 € à 2 999 €. Et je sais que bon nombre d'entre vous attendront sans doute le Black Friday, parce que c'est vrai qu'on a eu des OP
très sérieuse en fin d'année dernière autour de ces téléviseurs. Ça peut être une bonne stratégie, mais vous avez les prix à date sur le site de LG. Voilà, toujours ce côté assez sublime de l'OLED et cette magie qui opère. Et on retiendra que LG relève tous les ans un petit peu le niveau. C'est pas toujours perceptible. Clairement, il n'y a aucun intérêt pour un propriétaire d'un G3 d'aller basculer sur un G4, sauf si c'est un propriétaire d'un G3 qui a été frustré de ne pas pouvoir acheter un 83 pouces et s'est focalisé sur le 77 pour avoir une dalle méta. Bon bah oui, si vous vouliez un 83, et bien là, vous pouvez y aller. Bon, forcément, ça va vous faire des frais, hein. Enfin, revendre l'un, bon, c'est vous que ça regarde, mais en tout cas, voilà, si vous êtes déjà proprio d'un G3, bon, je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt à changer. L'écart de puissance est sans doute à peine perceptible entre les deux. Avec un C4, là aussi, vous avez cette vidéo dans la description qui vous permettra d'aller regarder, constater qu'il y a un petit écart également. On se parle d'un C4 versus un G4 avec des prix quand même assez différents. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un bon téléviseur. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le pouce qui va aider à son bon référencement, le partage. Le partage, c'est bien aussi, ça aide. Vraiment, n'hésitez pas. En plus également de la souscription. Vous avez la partie donation aussi sous la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, allez, je m'arrête là, comme d'habitude, blablabla. Il est relou le bonhomme. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!